Est-ce que ton bonheur dépend parfois des autres? Est-ce que ton amour dépend parfois d'une personne? Est-ce que quand elle est présente, tu te sens aimée, tu te sens merveilleuse, mais dès qu'elle prend un peu de la distance, tu commences à douter de toi? Beaucoup de personnes pensent qu'elles aiment trop, mais en réalité, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, ce n'est pas de l'amour, mais de la dépendance affective. Dans cette vidéo, on va comprendre ce que c'est vraiment, d'où ça vient et surtout comment s'en libérer. Bienvenue dans Au cœur de Nono, l'espace où on ne fait pas semblant d'aller bien, mais on travaille ensemble véritablement pour aller bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche une majorité de personnes. Il s'agit de la dépendance affective. Je sais que je ne suis pas la première à en parler, je ne serai certainement pas la dernière à en parler, mais dans ce grand thème que nous sommes en train de traiter pour l'instant, à savoir l'amour-propre, il est important pour moi d'aussi parler de la dépendance affective. Parce que oui, la dépendance affective vient entraver notre amour-propre. Pour commencer, nous allons tenter de comprendre ce qu'est vraiment la dépendance affective. La dépendance affective est un état émotionnel où la personne ressent un besoin excessif d'être aimée, validée ou rassurée par une autre personne pour avoir de la valeur et se sentir aimé ou exister. Quand on parle de dépendance affective, on voit le besoin excessif d'amour, besoin de validation, peur de perdre la relation. Ce n'est pas simplement le fait d'aimer quelqu'un, c'est le fait d'avoir besoin d'une personne pour se sentir aimée et complète. La dépendance affective ne commence pas quand tu aimes quelqu'un, elle commence quand tu ne sais plus qui tu es sans cette personne. Et je tiens quand même à clarifier une chose, la dépendance affective, ce n'est pas qu'en amour, c'est dans tout type de relation. Il est important de nommer cette grande différence qu'il y a entre l'attachement sain et la dépendance affective. L'attachement sain, c'est quoi? C'est un lien sain, émotionnel, qui nous relie avec les autres. Et il est essentiel pour construire des relations. Donc, tu aimes être avec la personne, tu peux être toi-même, tu gardes ton identité, tu peux exister sans la personne. En gros, tu choisis la relation, mais tu n'en dépends pas. A contrario, la dépendance affective, c'est besoin de l'autre pour aller bien, peur constante de perdre l'autre, adaptation excessive et un oubli de soi. Dans ce cas-là, tu ne choisis plus la relation, mais tu en as besoin pour exister émotionnellement. Pour imaginer un peu, l'attachement sain, c'est deux personnes qui marchent ensemble. La dépendance affective, c'est une personne qui s'accroche à une autre pour ne pas tomber. Alors jusque-là, est-ce que je vous ai perdu ou pas? On va continuer à aller en profondeur. Je sais, ça secoue un peu. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais moi-même, j'ai été victime de dépendance affective. Et il m'a fallu énormément de temps, de un, pour m'en rendre compte, et surtout pour mettre le doigt sur la vraie cause, les vraies racines. Et donc, juste pour ça, je vais vous donner des signes profonds qui peuvent vous démontrer si oui ou non vous êtes dans une dépendance affective ou dans un attachement sain. Le premier signe, c'est tu suranalyses tout. Tu deviens limite un détective, une détective émotionnelle. Par exemple, moi, à l'époque, dans mes relations, je faisais tout pour que mes relations se sentent en sécurité émotionnellement. Je faisais tout pour qu'elles ne soient pas contrariées, je faisais tout pour qu'elles ne soient pas blessées, je faisais tout pour que ces personnes-là soient toujours bien, au détriment de mes propres sentiments. Et ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo quand je parle d'être people pleaser. Le deuxième signe, c'est que ton humeur dépend de l'autre. Un message te rend super heureuse. Donc à chaque fois que tu es là, que tu écris avec tes amis, que vous échangez, par exemple, je sais pas, ton ami poste une vidéo ou un snap par exemple, toi tu réponds à sa story, la personne elle te répond, et tu seras super contente, etc. parce que la personne elle est là, elle te répond.
Mais dès qu'en fait la personne elle te répond pas, ou qu'elle te répond un peu plus froidement, ou qu'il n'y a pas d'émoji, tu as l'impression que c'est un peu plus froid, directement, ça te fait douter de toi. Tu vas commencer à chercher, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh mon Dieu, est-ce qu'il n'y a pas eu ci? Est-ce qu'il n'y a pas eu ça? Tu es en panique totale et tu n'es plus en paix. Tu n'es plus de bonne humeur. Carrément, si les personnes vivent avec toi, elles pourront dire ah bah t'es aigri, t'es irritable, pourquoi t'es irritable, etc. Et en fait, c'est juste parce que ton humeur dépend de ta relation. Le troisième signe, tu n'oses pas exprimer tes émotions et tes besoins. Tu préfères te taire plutôt que perdre la relation. Souvent, quand on est dans ce cas-là, on se dit ah bah écoute, je le fais pas ou je ne dirai rien parce que voilà, je préfère être en paix, je préfère ne pas être frustrée. Et souvent, en fait, on a l'impression qu'on le fait pour se protéger, entre guillemets, nous et nos émotions, mais en fait, on le fait plus parce qu'on veut protéger et garder les émotions des autres en se disant, bah, en fait, si je parle, bah, la personne elle sera frustrée et moi, j'aurai plus d'amis. Et on n'a pas envie de se retrouver seul, on a peur de se retrouver seul, on a peur, en fait, de perdre les gens. Et donc, en fait, on fait tout, on s'adapte excessivement, comme je l'ai dit plus tôt, pour ne pas perdre la relation. Et le quatrième signe, tu restes même quand tu souffres. La dépendance affective te fait préférer rester dans une relation qui te blesse et où tu souffres plutôt que te retirer et être dans une solitude qui est saine. Quand on dépend affectivement d'une personne ou d'un groupe de personnes, vous savez que c'est de l'autoflagellation. En fait, on préfère qu'on nous frappe, être martyrisé, au détriment de se retrouver seul. Et tout ça, en fait, ça montre juste qu'il y a un dysfonctionnement dans notre amour propre. On a peur de se retrouver seul. On a peur de se retrouver avec nous. On a peur d'être face à face avec notre reflet. Parce qu'en fait, il y a la personne que tout le monde voit, cette femme forte, élégante, souriante, sociable, serviable, tout ce que tu veux. En fait, quand on se regarde, on voit notre reflet dans le miroir, sans tous les extras, sans tous les masques, sans tous les mécanismes de défense. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une femme blessée, une femme meurtrie, une femme qui a peur de se retrouver avec elle parce qu'elle va réentendre peut-être des paroles limitantes, des paroles rabaissantes qui lui ont été dites dans son enfance ou même dans l'âge adulte. On voit une femme incapable, on voit une femme qu'on ne peut pas révéler en fait au monde entier. Tant que notre amour propre n'est pas rétabli, tous ces syndromes, tous ces mécanismes, toutes ces choses dont nous allons parler ici dans les prochaines vidéos, à savoir people pleaser, dépendance affective, syndrome de l'imposteur, blessure du rejet, blessure de l'abandon, blessure de l'injustice, et encore d'autres choses. Tant que ces choses ne sont pas guéries, ne sont pas identifiées, en fait, notre petite Noémie interne aura toujours peur de se manifester parce qu'elle n'est pas présentable. C'est pas la femme que les gens aiment voir. Les gens aiment voir des boss ladies, les gens aiment voir des femmes qui sont relevées, les gens aiment voir des femmes qui sont restaurées, qui ont un mindset en or. Mais en fait, c'est beau. Nous aspirons toutes à atteindre cette image parfaite. Nous aspirons toutes à devenir cette femme. Mais avant ça, il y a un processus de guérison, de restauration par lequel nous devons passer. Et c'est à ça que sert aussi cette chaîne. C'est à ça que je sers, entre guillemets. C'est vraiment faire cet accompagnement parce que je sais, et je le répéterai toujours, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je sais à quel point c'est difficile de se regarder dans le miroir. Et je ne parle pas que de ton apparence physique, parce que oui, il y a tout le côté physique aussi qui peut déplaire, mais je parle de ton toi intérieur. Quand tu n'arrives pas à voir ta vraie personne avec ses blessures, etc., crois-moi, tôt ou tard, en fait, ces choses finiront toujours par se manifester. Je prends l'exemple d'une blessure. Imagine, tu es blessé, il y a une croûte. Tu as l'impression que tu es en train de cicatriser. Tu vas faire quoi? Bon, moi j'aime bien en tout cas, moi j'aime bien gratter mes croûtes. Tu vas gratter ta croûte et en fait, tu vas te rendre compte que ta plaie, elle n'est pas guérie. Du coup, une nouvelle croûte va se former. Tu vas encore gratter. Et puis après, un jour, à un moment donné, en fait, tu vas laisser comme ça, tu vas pas soigner,
ta blessure, tu vas vivre ta vie en pensant en fait que ça y est, t'es soigné. Mais un jour, tu te cogneras à cet endroit-là et là en fait, ta blessure, elle va se réouvrir. C'est important, les filles, vraiment, de soigner et de traiter nos blessures parce que tant que c'est pas fait, à chaque fois que tu te cogneras au même endroit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu repasseras par une situation qui te fera repenser ou revivre ce que tu as déjà vécu, ta blessure va se réouvrir. Et ça, on n'en veut plus, les filles. On veut être des femmes totalement guéries. Et ma casquette vraiment de chrétienne, envie de te dire, Jésus guérit. Il guérit, il restaure, il transforme, il lave, il change de vêtements, il donne un nouveau nom. Et ça dépend que de toi. Est-ce que tu veux être honnête et te dire, ça y est, en fait, je veux travailler sur moi et je veux laisser cette transformation se faire, ou alors je préfère arracher ma croûte, j'attends qu'elle se reforme et puis je l'arrache. Je me fais mal, j'attends que la croûte elle revienne et je l'arrache. Bref, j'ai parlé d'attachement sain et j'aimerais en fait nous donner les racines psychologiques justement de cette dépendance affective. Et là en fait on va parler de 3 types d'attachement qui sont vus en psychologie. Juste quand même pour définir les styles d'attachement. Les styles d'attachement sont des schémas qui se construisent dans l'enfance et qui influencent notre manière d'aimer à l'âge adulte. Parce que ça aussi c'est important. Il y a beaucoup de comportements qui se manifestent à l'âge adulte et en fait on ne capte pas toujours que c'est à cause de ce qui s'est passé dans notre enfance. C'est pour ça que faire des introspections c'est bien, c'est important. Ça nous permet de bien et de mieux nous comprendre. Premièrement, parlons de l'attachement sécurisé. Imagine un enfant qui pleure et sa maman ou son papa vient souvent le rassurer. Il écoute. Pourquoi est-ce que tu pleures? Il prend l'enfant dans ses bras, il lui fait un bisou. En bref, il répond à son besoin d'une manière stable et constante, on va dire. L'enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Quand j'ai besoin, quelqu'un peut être là pour moi. Et surtout, je peux être aimée sans déranger. Mais juste imagine un enfant qui pleure dans sa chambre et il se dit en fait, quand je pleure, mes parents ils viennent pas, je les dérange, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de venir m'aider, ils n'ont pas envie de venir me voir. Alors que non, toi, en tant que parent, tu te dis, ah ben non, je fais ça pour son bien, pour qu'il apprenne, etc. Ok? Mais cet enfant, dès qu'il pleure, ou à quelques minutes près, je dis pas que dès que ton enfant dit, ouais, tu ouvres la porte, hein, mais voilà, on se comprend. Ton enfant, il pleure, il voit un de ses parents arriver, le prendre dans ses bras, le rassurer, lui expliquer les choses. Qu'est-ce que ça va créer chez cet enfant? Il va se dire, j'ai de la valeur. Il va avoir de la fiabilité chez les autres personnes. Ici, en l'occurrence, sa figure parentale. Il va comprendre que demander de l'aide, ce n'est pas du tout honteux et que l'amour n'est pas forcément dangereux. Cet enfant, quand il grandit, qu'il devient adulte, qu'est-ce que ça construit chez lui? Cette personne aime sans s'accrocher, elle peut faire confiance sans paniquer, elle est capable de parler de ses besoins et surtout de rester elle-même dans la relation. Elle se dit pas, si la personne part, elle va m'abandonner ou je dois tout faire pour retenir cette personne avec moi. Donc, reprenons un peu l'image de cet enfant qui est dans sa chambre, en train de pleurer. Sa maman vient, puis sa maman repart. Elle va se dire quoi? En fait, je peux pleurer, je sais que ma maman viendra, et elle pourra repartir. Et c'est ok. En résumé, l'attachement sécurisé, c'est quand on a appris que l'amour peut être rassurant, stable et sûr. Passons maintenant au deuxième style d'attachement, l'attachement anxieux. Imagine maintenant un enfant qui parfois est consolé, parfois non. Une fois, l'adulte est rassurant, le lendemain ou l'heure d'après, l'adulte est distant. Parfois, il le rassure, parfois il l'ignore, parfois il donne de l'amour, en bref, parfois il est imprévisible. Du coup, l'enfant ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Et je pense que peut-être, que ce soit avec un parent ou pas, tu l'as déjà vécu dans une relation. Et souvent, on qualifie comment ces personnes-là? On dit, oh mon Dieu, t'es bipolaire. Une personne, un coup, elle rigole, le lendemain, elle devient tiède, le lendemain, elle devient froide, le lendemain, en fait, tu sais pas. Tu sais jamais sur quel pied danser avec cette personne. Qu'est-ce que l'enfant va apprendre face à ce type de comportement? Je dois rester en alerte, je ne suis pas sûre qu'on sera toujours là pour moi, je dois faire plus pour qu'on m'aime ou pour attirer l'attention sur moi. Et du coup, ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant va devenir très sensible aux signes de distance. Du coup, on se rappelle de l'hypervigilance.
j'en ai parlé dans une des vidéos. Je vais quand même vous remettre la définition ici. Donc l'enfant, il peut se dire, est-ce qu'on m'aime encore? Est-ce qu'on va me laisser? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? À l'âge adulte, qu'est-ce que ça donne? Une personne qui a peur d'être abandonnée, une personne qui cherche constamment à être rassurée sur les émotions, les sentiments de la personne qu'elle a en face d'elle, une personne qui analyse souvent, beaucoup trop souvent même, les messages, les réactions, les silences, les changements, et une personne qui a du mal à se sentir en sécurité dans un lien, dans une relation. Elle peut aimer sincèrement, mais avec beaucoup, mais alors là, beaucoup de peur. Du coup, cette personne, cet enfant, cet adulte, qu'est-ce qu'elle peut se dire? Je dois rester tout près, sinon on risque de m'oublier. Donc cette personne ne se détend jamais dans ses relations parce que pour elle, l'amour n'est pas stable. En bref, l'attachement anxieux, c'est quand on a appris que l'amour peut être là, mais peut aussi partir. Alors, on vit avec la peur de perdre. Vous l'avez très bien compris, parce que je sais que vous êtes très intelligente. On est en plein dans la dépendance affective. Pour terminer, je vais vous parler du troisième style d'attachement, qui est l'attachement évitant. Imagine maintenant un enfant qui pleure, ou quand il pleure, on lui a appris que on ne répond pas vraiment à son besoin. On va souvent lui dire des phrases du style « Arrête de pleurer, ce n'est rien, débrouille-toi, n'en fais pas trop » ou en bref, que ses émotions ne sont pas réellement accueillies. Un enfant qui a grandi avec ce type de phrase, qu'est-ce que ça provoque chez lui? Qu'est-ce qu'il se dit? En fait, l'enfant, il va apprendre à cacher ou à couper ses émotions. En faisant cela, il va également couper son besoin de proximité. Il va apprendre que pour être entendu, pour guérir, en fait, il a besoin de personne sauf de lui. Il comprend, malgré lui, que montrer ses sentiments ou ses besoins n'emmène pas vraiment de sécurité. Et à l'âge adulte, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un adulte qui peut avoir du mal à s'ouvrir émotionnellement, qui fuit quand ça devient trop intime, qui prend de la distance quand l'autre devient trop proche, qui peut sembler froid ou détaché et qui va énormément valoriser l'indépendance. Et souvent, ces personnes-là, on va dire « Oh, t'es un robot, toi, tu montres jamais rien. » Non, 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 non. C'est pas que la personne ne montre rien ou qu'elle ne veut pas le montrer. C'est qu'elle a appris à se protéger en mettant de la distance. En bref, vous voyez cette personne qui se dit « Puisque personne ne vient vers moi quand j'en ai besoin, je vais faire comme si je n'ai besoin de personne. » En bref, l'attachement évitant, c'est quoi? C'est quand on a appris que montrer ses émotions ou ses sentiments n'est pas vraiment sûr, alors on garde de la distance pour se protéger. Vous allez me dire, si vous le remarquez chez vous ou chez vos proches, une dynamique qui manque jamais. Les personnes ayant un attachement anxieux sont souvent attirées vers les personnes ayant un attachement évitant. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui cherche de la proximité et il y a l'autre qui fuit. Toutes les deux, elles ont besoin, en fait, qu'une personne soit là pour elles. Et l'évitant, quand il se rend compte que ça devient trop, elle fait quoi? Cette personne, elle fait quoi? Elle fuit. Ça devient trop. En fait, je n'ai pas ce mode de fonctionnement. Donc, je préfère fuir la relation. Et souvent, ce type de relation est très instable et très intense. Donc, on se rend bien compte que l'intensité émotionnelle n'est pas toujours de l'amour, mais très souvent de l'insécurité. J'ai envie d'ajouter aussi quelque chose de encore plus profond, c'est que la dépendance affective, en fait, c'est pas la dépendance à une personne, c'est la dépendance à ce que la personne te fait ressentir. Comme par exemple le fait de se sentir choisie, le fait de se sentir importante, le fait de se sentir aimée. Et vous voyez ces trois choses que je viens de citer, c'est souvent des facteurs vraiment qui induisent en erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as cet attachement anxieux, c'est des choses que tu vas rechercher. Tu vas chercher qu'une personne pose son regard sur toi. Tu auras besoin de sentir que cette personne te choisit ou ce groupe d'amis ou ces personnes-là. Et en fait, dès que ces choses vont être rassemblées, tu vas te dire « ouais non, c'est bon ». Et tu vas faire quoi?
tu vas t'accrocher à cette relation. Et même s'il y a d'autres signes finalement qui viennent te montrer que ce n'est pas une relation pour toi, tu vas continuer à t'accrocher. Pourquoi? Pour ce que ces choses ou cette relation te fait ressentir. C'est pas tant la personne. Et moi, je l'ai vécu. J'ai vécu personnellement en amitié. J'ai pas de souvenir où j'ai vraiment eu de la dépendance affective en amour. C'est possible, mais j'ai pas de souvenir. Mais c'est vraiment plus en amitié. Quand j'ai fait mon autothérapie, dont je vous ai parlé au début, donc en fait, il faut savoir que moi, chaque année, je me donne une intention. Donc, soit c'est vraiment des intentions claires, il y en a une ou plusieurs, soit c'est inversé, soit c'est les deux, bref. Et en fait, en 2024, j'ai commencé l'année avec plusieurs intentions. Et dans ces intentions-là, il y avait la réciprocité dans les relations. Donc en fait, à un moment donné, je ressentais que dans mes relations, il n'y avait pas de réciprocité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé vraiment à analyser chacune de mes relations. Et en fait, là, j'ai eu une super, mais vraiment une super, super grosse gifle. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pendant plusieurs années, à cause donc de cette histoire dont je vous ai parlé, je pense que c'est dans... Je sais plus. Bref, je vous ai parlé d'une histoire où j'étais en relation donc avec un groupe d'amis. Suite à un malentendu, quand je suis revenue de mes vacances, ce groupe d'amis-là, en fait, avait décidé d'arrêter de me parler. Ok, je sais pas si vous vous en rappelez. Et en fait, de là, j'ai développé non seulement la blessure du rejet, dont on parlera dans les vidéos suivantes, mais aussi du coup de la dépendance affective. Et je m'étais jamais rendu compte. En fait, ce groupe d'amis-là, c'est des personnes que jusqu'aujourd'hui j'aime énormément. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte qu'à un moment donné, tous les signes montraient que on arrivait en fin de saison de la relation. Et je me suis agrippée, au point de me faire vraiment du mal, finalement. Donc ça m'a fait développer tous les syndromes dont je vous ai parlé un petit peu dans les vidéos précédentes et dont on va continuer à parler et dont nous sommes en train justement de parler aujourd'hui. Et quand j'ai fait mon autothérapie, je me suis dit, en fait, Noémie, il y a des personnes qui te montrent littéralement tous les jours de leur vie qu'elles t'aiment, qu'elles te choisissent, et je suis en relation avec elles. Et ces personnes-là te le montrent sans condition. Mais de l'autre côté, on va dire le groupe A. Le groupe A, en fait, il te montre que pour rester avec nous, il faut des conditions. Noémie, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu peux pas être comme ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Alors que le groupe B, en fait, lui, il ne te montre pas ça du tout. Et tu peux totalement être libre. Libre d'être toi à 100%. Et en fait, ces personnes-là t'acceptent. C'est une réflexion et une analyse que je m'étais jamais faite avant. Mais vraiment, genre, pas du tout. Quand j'ai commencé cette autothérapie, je me suis dit, en fait, Mimi, tu as une intention pour cette année de valoriser les relations où il y a de la réciprocité. Mais en fait, à cause de ta dépendance affective, à cause de ton manque d'amour-propre, tu rejettes en fait ceux qui te montrent de la réciprocité au détriment de ceux qui te rejettent. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, il faut que j'essaie de bien l'expliquer pour que vous compreniez. Parce que je veux vraiment qu'on se comprenne. Donc en fait, j'ai un groupe A qui m'aime, on s'aime, mais il y a des conditions. Et j'ai un groupe B qui m'aime sans condition. Et ces personnes-là, en fait, me montrent ou m'ont montré, en tout cas pendant plusieurs années, que je pouvais être moi. Et je pose moi une intention dans cette nouvelle année en me disant j'ai besoin de réciprocité dans mes relations. Mais en fait, le groupe B me donne la réciprocité, mais le groupe A ne m'en donne pas. Là, je vous en parle, c'est simple. Donc on se dit, bah oui, Noémie, le choix il est vite fait. Tu vas vers le groupe B. Sauf qu'en fait, je m'en rendais pas compte. Et ce qui m'a mis une gifle, c'est quand une personne, du coup, m'a demandé d'être témoin pour son mariage. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, Noémie, tu cherches de midi à 14h. Tu cherches de midi à 14h. Il y a des personnes qui sont là, qui te montrent, qui te prouvent par A, B jusqu'à Z qu'elles t'aiment, tel que tu es. Mais toi, ça, tu veux te faire aimer, tu veux te faire accepter par le groupe A. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous comprenez. Mais en fait, c'était pourquoi? C'est parce qu'en fait, moi, dans mon groupe B, c'est bien. En fait, mon groupe A, c'est mon groupe d'enfance. Donc en fait, c'est un peu un groupe qui s'est fait de manière automatique parce que voilà, on a grandi ensemble, les familles sont proches, etc., etc. Mais du coup, mon groupe B, c'est des amis que j'ai choisis. En fait, c'est pas des relations qui m'ont été, entre guillemets, je veux vraiment bien les guillemets, qui m'ont été imposées. Du coup, j'ai toujours eu du mal à me détacher de mon groupe A parce que voilà, on a grandi ensemble, il y a les souvenirs, etc. Et du coup, c'est un groupe
entre guillemets imposé. C'est pas un groupe qui a été fait par choix où nous sommes choisis mutuellement. Alors que dans mon groupe B, si. Et en fait, et là toute la différence, c'est que je cherche à ressentir quelque chose dans les deux groupes qui est impossible, tout simplement parce que bah, déjà avec tous mes mécanismes de défense, je suis pas la même dans les deux groupes. Je suis pas la même du tout et les deux groupes ne me procurent pas la même chose. Donc il y a un groupe où je me sens très anxieuse, je sens que je dois être parfaite, mais il y a l'autre groupe où en fait je peux être moi, sans anxiété, sans rien du tout, où je suis naturellement moi. Ok? Et en fait, la sensation dans ce groupe A de toujours être choisi, d'être ensemble, etc., ça m'a fait penser qu'à un moment donné, il y avait de la réciprocité. Ça m'a fait penser, en fait, à un moment donné, que bah, nous étions sur la même longueur d'onde. Sauf que, comme j'ai bien dit, dans la dépendance affective, ce que tu aimes, c'est ce que tu ressens. C'est ces petits privilèges, etc. Oui, c'est bien, mais c'est un privilège de courte durée. Alors que dans une relation qui est saine, même si la personne, elle t'appelle pas tous les jours, même si vous ne discutez pas tous les jours, en fait, le sentiment que tu auras juste pour le peu de temps où vous allez parler, même si vous parlez tous les 6 mois, le sentiment que tu auras ne sera jamais égal au sentiment que quand tu parles avec une personne qui te fait juste ressentir des choses et non les vivre. La différence est là. L'attachement sain te fait vivre les choses, alors que la dépendance affective te fait juste ressentir les choses. Je peux pas terminer cette vidéo en n'apportant pas un aspect chrétien, ok? Déjà, la Bible est claire. Elle dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Se confier, c'est pas spécialement le fait de parler, c'est le fait de mettre son assurance, son espérance, se reposer sur les autres personnes. Et quand tu es dépendant affectif, eh ben tu te reposes sur l'autre. Tout dépend de l'autre personne. Et en tant que chrétien, le plus important pour nous, c'est de dépendre uniquement de Dieu. Ensuite, j'aimerais te rappeler que tu es une créature merveilleuse. La dépendance affective, elle va te faire croire que tu as besoin d'avoir quelque chose au préalable pour être accepté ou pour qu'on t'aime. En fait, quand Dieu il t'a créé, il a déjà tout mis en toi. Donc, tu n'as pas besoin de te faire aimer. Tu n'as pas besoin de te faire accepter. Ce qui est en toi attirera les bonnes personnes vers toi. Donc, n'attends pas qu'une personne te donne la valeur que ton Dieu, ton Créateur, t'a déjà donnée. Comment réussir à guérir de la dépendance affective ou du moins de travailler sur ça? Le premier point, c'est restaurer son amour-propre. Connaître sa valeur, mettre des limites et se respecter. Pour ça, vous pouvez toujours aller revoir ma première vidéo sur l'amour-propre. Ensuite, c'est réapprendre à être seul. Être seul ne veut pas dire être abandonné. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai toujours tout fait pour être extrêmement entourée. Et même dans ma solitude, quand j'étais plus entourée, je voulais toujours avoir au moins 2-3 personnes. Mais en fait, réapprendre à être seul, à aimer sa propre compagnie, à chérir nos dons, nos capacités, nos compétences, nos talents, en fait, nos qualités. Réapprendre à accepter, à apprécier la personne que nous sommes et ce que Dieu nous a donné. Et la troisième chose, recentrer son identité. En tant que chrétienne, je te dirais que ton identité se trouve en Christ. C'est lui qui t'a créé et c'est lui qui te connaît mieux que quiconque. Quand ton identité est en Dieu, tu n'as plus besoin qu'une autre personne ne la définisse. En conclusion, l'amour sain ne te demande pas de te redéfinir pour être accepté et apprécié. L'amour sain ne te demande pas de te perdre pour être aimé. Et le jour où tu comprends la valeur que Dieu t'a donnée, tu arrêtes de courir après l'amour des autres, mais tu commences à marcher dans l'amour. C'est ici que se termine notre vidéo. J'espère que vous aurez apprécié et que cette vidéo vous aura fait réfléchir et vous aidera à prendre de nouvelles résolutions. En tout cas, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de commenter, partager, t'abonner. Tes commentaires me font toujours énormément de bien. Et n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux. I see.